Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Le gouvernement limogé en Guinée-Bissau par le président José Mario Vaz, une décision jugée illégale selon l'ex-premier ministre Aristide Gomes et les membres de la CEDEAO. Au Burkina Faso, un colloque sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme se tiendra à Ouagadougou du 5 au 7 novembre 2019. Une initiative pour lutter contre les attaques terroristes répertoriées dans la région. Et enfin, au Kenya, le gouvernement cherche à réduire ses emprunts pour alléger sa dette publique qui ne fait que se creuser. Une dynamique pour renflouer les caisses et générer des emprunts concessionnels. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a limogé son gouvernement suite à une réunion du Conseil d'État ce lundi 28 octobre avec un effet immédiat. Une décision prise dans un contexte d'une grave crise politique qui secoue le pays. L'ex-premier ministre Aristide Gomes a dénoncé cette décision, la jugeant d'illégal. Ce décret intervient après plusieurs mois de confrontation entre le pouvoir et le gouvernement limogé à un mois de la prochaine élection présidentielle prévue le 24 novembre. Les précisions avec Ange Bijou Nomenio. Faustino Foudout Imbali est le nouveau Premier ministre de Guinée-Bissau. Il a été nommé ce mardi 29 octobre par le président de la République, José Mario Vaz. Le chef de l'État avait limogé avec effet immédiat le gouvernement en place, dirigé par Aristide Gomes, suite à une réunion du Conseil d'État. Le désormais ex-premier ministre Aristide Gomes a déclaré après cette annonce ne pas respecter cette décision, la jugeant illégale. Il n'y a pas de raison que le président se mêle des affaires du gouvernement et qu'il fasse un décret. Il n'a plus le pouvoir pour faire des décrets. Même pour faire le décret de nomination d'investiture de ce gouvernement, il a été possible grâce à la délégation de pouvoir qui lui a été conférée par le sommet des chefs d'État d'Abuja. Je lance un appel à l'armée pour qu'elle ne se mêle pas du processus politique en cours et que, le moment venu, les autorités judiciaires seront amenées à se prononcer sur la validité juridique de ce décret. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait pourtant averti que le gouvernement ne pouvait être limogé avant l'élection présidentielle du 24 novembre 2019. Nous sommes face à une crise, face maintenant au refus de l'autre gouvernement en place que la CEDEAO veut maintenir à tout prix jusqu'aux prochaines élections, sera-t-on dans un scénario à la libyenne avec deux gouvernements parallèles. L'armée jusqu'à présent, ça c'est le point le plus positif, est resté les casernes. Depuis quelques jours, le pays est secoué par une vague de protestations pour réclamer une révision complète du fichier électoral qui ne saurait avoir lieu sans un report du scrutin. La dernière manifestation réprimée par la police samedi 26 octobre 2019 a coûté la vie à un militant de l'opposition. Ce limogeage du gouvernement en Guinée-Bissau a également été condamné par la CEDEAO. Écoutons maintenant le communiqué de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation en Guinée-Bissau. S'agissant du décret présidentiel numéro 12-2019 du 28 octobre 2019 démettant le gouvernement actuel de la Guinée-Bissau que dirige le Premier ministre M. Aristide Gomes, dont le caractère illégal est évident, la CEDEAO rappelle que ce gouvernement résulte des décisions du sommet de la CEDEAO du 29 juin 2019. La CEDEAO réitère tout son soutien au Premier ministre Aristide Gomes et son gouvernement et les engage à poursuivre résolument les préparatifs en vue de la tenue effective du scrutin présidentiel du 24 novembre 2019. Toujours dans l'actualité, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ne prendra pas part à la vie politique du pays et donc à l'élection présidentielle de 2020. Un souhait de l'ex-président depuis son acquittement en janvier 2019 par la Cour pénale internationale. Ce mardi 29 octobre, la justice ivoirienne a condamné Laurent Gbagbo à 20 ans de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende dans l'affaire du braquage à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest durant la crise post-électorale ivoirienne en 2010 et 2011. Écoutons le directeur de l'intelligent à Abidjan, Alefa Wakili, s'exprimer sur cette condamnation confirmée de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo.
Il faut dire que c'était un appel. Les avocats du président Laurent Gbagbo ont fait appel et la justice ivoirienne a confirmé. Bon, cette procédure était pendante. On avait oublié qu'elle était pendante et qu'il devait y avoir un appel. Et les gens avaient eu le sentiment que c'était une condamnation définitive, ce qui n'était pas le cas. Dans tous les cas, il peut encore faire appel et puis ça va aller à la Cour suprême. Donc, il doit y avoir encore une dernière étape. Maintenant, quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences? Bon, les faits ont existé, mais il est évident que pour les avocats de la défense, le président Laurent Gbagbo a agi conformément à ses prérogatives en sa qualité de chef de l'État à l'époque. Mais c'était pour faire face aux contraintes de l'État dans un contexte assez particulier et difficile. Mais cette thèse-là n'a pas prospéré parce que l'accusation estime qu'il n'avait plus ses prérogatives, il n'était plus le chef de l'État en exercice, qui était dans l'illégalité et l'illégitimité. Ça nous ramène au débat encore sur la crise ivoirienne et les responsabilités. Au Burkina Faso, une lutte contre l'extrémisme violent est d'actualité dans le pays puisqu'un colloque sur cette problématique se tiendra du 5 au 7 novembre 2019 à Ouagadougou. Un événement sous le thème de la réconciliation nationale et la cohésion sociale, sous le thème dans le contexte de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Le colloque se donne pour objectif de susciter une réelle prise de conscience des femmes leaders du pays, du G5 Sahel, dans la lutte contre la radicalisation. Un sujet de Jean-Paul Ouedraogo. Ouagadougou abritera du 5 au 7 novembre 2019 un colloque international sur le thème « Processus de réconciliation nationale et cohésion sociale dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, rôle et responsabilité des femmes leaders ». L'initiative est du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale HCROUN. Objectif, susciter une réelle prise de conscience des femmes leaders face à la problématique. Ce terme-là, pour nous, la femme leader, elle peut être tout aussi bien la mère de famille qui n'a pas été à l'école française ou à l'école américaine ou anglaise, mais qui, dans son milieu, joue un rôle de leader, est écoutée par les autres femmes. Au moins 200 participants, et pas uniquement que des femmes, sont attendus à ce colloque. Ils viendront de divers pays africains, notamment du Burundi, de la Centrafrique, du Rwanda et des pays membres du G5 Sahel. La panoplie d'activités prévues comprendra à l'occasion des panels et des ateliers qui permettront de faire un diagnostic complet de la situation de l'extrémisme et du terrorisme dans la région et de partager également des expériences en matière de médiation dans des contextes de fragilité. Tout est orienté pour que, à l'issue de leur réflexion, de leur partage, toutes ces femmes qui vont être ensemble pendant ces 3 jours-là proposent ou suggèrent un appel qu'elles vont remettre au président du Faso. Créé en 2015 au lendemain de l'insurrection populaire, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a pour, entre autres missions, de contribuer à la création de conditions favorables à la réconciliation et à l'unité nationale, gage de paix et de stabilité pour un développement durable. Au Sénégal, les travaux du bus Rapid Transit sont lancés. Le président Macky Sall a procédé au lancement de ce projet ce lundi 28 octobre. D'un coût global d'environ 300 milliards de francs CFA, le BRT disposera d'un réseau de 144 bus qui transporteront jusqu'à 300 000 voyageurs par jour. L'innovation de ce projet, le temps de parcours est réduit de moitié entre la banlieue et le centre-ville de Dakar. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Le président de la République Macky Sall a procédé ce lundi 28 octobre 2019 à Guédiawaye, la banlieue de Dakar, au lancement des travaux des bus Rapid Transit. D'un coût global de 300 milliards de francs CFA, ce projet, financé à 60% par la Banque mondiale, permettra de bâtir un réseau de mobilité collective qui optimise les coûts élevés des transactions économiques. Dans mon projet politique Liggéeyal Ëllëg, j'ai tenu à inscrire les services de mobilité collective dans les 5 accès universels
à assurer à l'ensemble de nos concitoyens. Circuler ou stationner à Dakar devient de plus en plus difficile sans compter la perte énorme de temps. À cela s'ajoute la pollution du gaz à effet de serre. C'est pour cela que le bus rapide transport va non seulement lutter contre la pollution, mais aussi améliorer la mobilité urbaine à Dakar et sa banlieue. De manière spécifique, le projet BRT est emblématique de mon ambition de doter notre pays d'un système de transport multimodal apte à concilier nos objectifs d'ordre économique, écologique et social. Les travaux du bus rapide transit vont durer 30 mois. Pour ce qui est du parc automobile, 144 bus articulés seront mis en circulation pour transporter quotidiennement 300 000 passagers avec une cadence de desserte jalonnée en 23 stations fermées. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, envisage de redéfinir de nouvelles priorités pour l'Afrique centrale pour les 2 prochaines années. Comment? Avec le programme de projets d'activité de chaque pays dans la sous-région qui seront passés en revue par l'équipe multidisciplinaire de la FAO pour l'Afrique centrale. Le but étant de sensibiliser et mobiliser pour des ressources pour transformer le monde rural et développer l'agro-industrie. Un sujet de Philomène Tine. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, envisage de mener des réflexions au cours d'une réunion à Libreville au Gabon sur les mécanismes à adopter en vue d'exploiter les opportunités de mobilisation des ressources pour booster la production agricole en Afrique centrale. La FAO préconise ainsi la création d'emplois pour la jeunesse, augmentant les revenus et le bien-être dans le monde rural. Le foncier, la mécanisation, la capacité de transformation continuent d'être des barrières. Ainsi, le secteur agricole qui peut aider à résorber le chômage, à lutter contre l'exode rural, à contribuer à la diversification de l'économie, se retrouve dans une situation où il ne joue pas pleinement son rôle. La FAO entend promouvoir le monde rural et renforcer le développement du secteur agricole. Il s'agira entre autres de l'identification des priorités sous-régionales des agro-industries pour 2020-2021. Si vous prenez les pays d'Afrique centrale, ont d'importantes réserves avec des terres arables. Pour qu'elles deviennent extensives, il faut qu'on sorte de l'agriculture de la grand-mère avec la machette, la houe, et qu'on passe à une agriculture qui est plutôt mécanisée. Ça permet de cultiver de vastes étendues. Les Nations Unies précisent que l'exploitation efficace du potentiel de l'agro-industrie est une nécessité pour la transformation structurelle du tissu économique de l'Afrique centrale. Ainsi, les États d'Afrique centrale devraient mieux travailler sur l'identification des défis. Le fardeau de la dette kenyane ne fait que s'alourdir. Le gouvernement kényan souhaite réduire ses emprunts commerciaux et se concentrer davantage sur les emprunts concessionnels. Une mesure qui vise à faciliter au pays le remboursement de la dette publique. Dans ce cadre, le Kenya entre dans une dynamique de réduction de son déficit budgétaire. Un sujet d'Ange Bijou-Nomenyo. Dans le but d'alléger la dette publique du Kenya, l'État envisage réduire ses emprunts sur le marché financier au cours des 3 prochaines années. La dette publique du pays est passée de 42% à près de 55% du produit intérieur brut, composé en grande partie de plusieurs obligations émises sur le marché de la dette depuis 2014. Si le Kenya a pris la décision de réduire ses emprunts auto-commerciaux pour privilégier les emprunts auto-concessionnels, c'est que le Kenya a pris pour décision de réduire le coût du service de la dette, parce que le coût du service de la dette des prêts commerciaux est très élevé par rapport aux prêts concessionnels. Le Kenya devrait poursuivre la consolidation budgétaire, l'augmentation des recettes, la rationalisation des dépenses pour une budgétisation zéro et la diversification des sources de financement. Des mesures qui permettraient de réduire le déficit et stabiliser la dette publique selon la Banque africaine de développement. Le poids des endettements commerciaux pèse de façon injuste sur des économies assez fragiles. Les taux qui doivent être acceptés devraient même être des taux concessionnels, surtout pour des pays en développement.
À noter que certains projets de développement au Kenya ont été suspendus dans le pays faute de financement. Par ailleurs, les autorités kenyanes espèrent réduire le déficit budgétaire qui s'est estimé à 7,7% du produit intérieur brut pour l'exercice fiscal 2018-2019 à 3,5% d'ici 2022-2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.